on parle de société sexiste, on pense souvent à la société indienne, que les médias occidentaux présentent comme tolérante envers les viols collectifs, banalisent l'assassinat des bébés-filles dans les campagnes, ferment les yeux sur les mariages forcés, enfin bref. Outre le fait que ce portrait est très réducteur de la complexité de la société indienne, on oublie souvent que beaucoup d'autres sociétés rabaissent les femmes, ou en tout cas ont un traitement discriminatoire envers elles. Et l'Éthiopie ne fait pas exception. Même si la grande majorité du pays essaye actuellement de rééquilibrer la société, certaines parties du territoire continuent de pratiquer des traditions qui excluent, voire qui mutilent les femmes. Dans la région de l'Afar, par exemple, on pourrait citer la pratique ancestrale de l'Apsuma, le fait de choisir une épouse pour son garçon dès son plus jeune âge. Et cette épouse doit être la fille de la tante maternelle. Dans l'Est et dans les hauts plateaux, la pratique de l'excision tend à disparaître, mais elle subsiste encore. Ce qui est positif dans cette histoire, c'est que les mutilations génitales ont été officiellement interdites et sont punissables par la loi. Bon, ce qui l'est moins, c'est qu'elles sont punies de 3 mois de prison et 500 birres d'amende. Ne vous emballez pas, 500 birres, ça fait 18 €. Alors faire une liste des horreurs et des injustices du monde, c'est une chose. Mais l'idée est de comprendre pourquoi et comment les femmes sont discriminées en Éthiopie. Pourquoi sont-elles traitées ainsi? Et finalement, qui est la femme idéale éthiopienne? Alors, il y a plusieurs critères qu'on peut relever. D'abord, le code de conduite. La femme idéale éthiopienne doit avoir un comportement irréprochable. Pas de vagues. Elle représente l'éducation et les valeurs morales de la famille, aux yeux du monde. Donc elle doit être loyale, généreuse, modeste, discrète et très pudique. La femme idéale doit être travailleuse, mais pas être dans la surenchère. On est très loin de la working girl à l'américaine. Deuxième critère, elle doit être pureté sexuelle, immaculée jusque dans ses actions. La sexualité est déjà un tabou en Éthiopie en général, mais celle des femmes encore plus. Le style vestimentaire est un des plus grands indicateurs de la moralité. C'est pour cette raison qu'il est assez rare de voir une Éthiopienne en crop top si elle a grandi dans une famille traditionnelle ou en Éthiopie. C'est simple, la femme idéale n'a pas de sexualité tout court. Troisième critère, elle est très religieuse. Qu'elle soit musulmane, orthodoxe ou de religion traditionnelle, la fille idéale est très croyante. Le vendredi, vous la trouverez à la mosquée et le dimanche à l'église. Quatrième critère, elle est très proche de sa famille. Elle ferait tout pour elle, autant financièrement qu'émotionnellement. Et enfin, elle doit être jolie, jeune et mince. Tous ces éléments forment sous vos yeux la fille idéale en Éthiopie. Et peut-être que c'est cette femme idéale qui a tué Anna Lalango. En 2014, Anna Lalango avait 16 ans. C'est une enfant du pays, née dans une famille plutôt pauvre de 6 enfants. Et pour autant, son père s'est décarcassé pour que tous ses enfants aient une bonne éducation. Anna allait au lycée dans une institution privée de la capitale. D'ailleurs, elle était si ordinaire que si vous la croisiez dans la rue, il est plus que probable que vous ne puissiez pas la différencier des 5 millions d'âmes qui peuplent la nouvelle fleur. Et Addis, la belle Addis, doit ses couleurs aussi à ses taxis, les mythiques taxis bleus et blancs. Dans un pays où ceux qui possèdent leur propre voiture sont une exception, sont privilégiés, et créent d'immenses bouchons, prendre un taxi est plutôt commun. Ce matin du 1er octobre 2014, Anna annonça qu'elle ne se sentait pas très bien. Mais pour autant, comme à son habitude, elle nettoya la maison. Elle prépara son petit déjeuner, comme tous les jours. Son père, Hayeso, lui dit de ne pas traîner. Il fallait pas arriver en retard, c'était inconvenant pour les autres. Comme à tous les parents éthiopiens, Anna avait promis de devenir médecin. Elle se prépara, s'habilla avec le traditionnel uniforme et partit pour le lycée. Sur le chemin, elle arrêta comme tous les jours un taxi. Elle referma la porte et le petit van démarra. Anna était très en retard. Son père et sa mère l'attendaient. Puis, le temps passant, 1 heure, 2 heures, l'inquiétude se transformait en angoisse. Il savait que rien ne se présageait de bon. Alors, Hayeso et Senbet se rendirent au poste de police pour signaler sa disparition. Mais personne ne savait où était Anna. Le premier jour passa, puis le second. Ni ses sœurs, ni ses parents, ni ses amis, ni ses profs, personne ne savait où était Anna. Elle s'était juste évaporée. Comme si elle n'avait jamais existé, comme si tout souvenir d'elle n'était qu'un fantasme délirant. Et le 5e jour, le téléphone sonna. C'était la voix d'un homme. Il leur demandait de se retrouver à un endroit précis, si elles voulaient un jour revoir leur sœur vivante.
Les sœurs se demandaient pourquoi. Pourquoi Anna? Espérait-il obtenir de l'argent? Mais quel argent? La famille était ordinaire. Alors, muets par l'espoir, les sœurs se présentèrent au point de rendez-vous. Mais là-bas, elles virent un minibus taxi, comme ceux qu'on voyait en ville. L'homme était là, oui, mais il n'était pas seul. Il était accompagné de plusieurs autres hommes, et pas de traces d'Anna. « Approchez !» ordonna l'homme. Mais les filles refusèrent, se sentant piégées. Elles reculèrent de plus en plus. « Vous ne reverrez jamais votre sœur, alors !» crièrent les hommes, avant de disparaître, laissant les sœurs désemparées et sans Anna. On pourrait se dire « Mais quelle idée! Pourquoi sont-elles parties à ce lieu de rendez-vous sans l'aide de la police ?» C'est parce que vous réfléchissez selon notre approche occidentale de la violence contre la femme. Je vous ai parlé de l'idéal féminin au début de cette vidéo. Elle doit être immaculée, vierge de toute réputation. Et il existe, malheureusement en Éthiopie, un immense tabou autour des violences sexuelles et sexistes. La logique est la suivante. Si tu es une femme discrète, pieuse, pure et bien élevée, alors personne ne pourra venir te faire de mal. Aucun homme ne sera intéressé par la fille d'à côté, alors pourquoi lui faire de mal? Par extension, seules les femmes qui ont une mauvaise moralité, les vicieuses, les catins, subissent des agressions. D'ailleurs, la société éthiopienne ne reconnaît pas les violences sexistes comme des violences en elles-mêmes, mais comme des conséquences logiques du comportement de la femme. Ainsi, un style vestimentaire extravagant, un comportement trop affirmé ou au contraire trop effacé, trop docile, un manque de foi ou encore un refus de se marier, une absence de figure paternelle, une famille trop pauvre, trop moderne ou une maladie mentale, tous ces éléments suffisent à catégoriser la victime comme une mauvaise victime et donc justifier de ce qui lui aurait arrivé. Quant aux agresseurs, on blâme leur comportement mollement parce que de toute façon, on considère leurs actions comme une spontanéité presque animale. Devant une femme qui les excite, la conscience des hommes n'existe plus. C'est la nature masculine, entre guillemets, qui prime. Bien sûr, ce mode de pensée est non seulement dangereux pour les femmes, mais aussi extrêmement réducteur envers les hommes. Vous comprendrez alors que, dans ce contexte, les proches d'Anna n'ont pas essayé d'ébruiter sa disparition. Dans ce système malade, on aurait blâmé Anna. La langue des gens aurait pu la tuer. Mais les sœurs eurent un excellent réflexe. Elles retenirent la plaque du minivan. Alors tout le monde se tut, et on attendit. Le 6e jour passa. Puis le soleil du 11e jour s'éleva. Son père Hayeso s'était levé comme à son habitude depuis 11 jours, très angoissé. Le lit de leur fille était toujours vide. Son téléphone sonne. Papa, où es-tu? C'était la voix d'Anna. Une voix faible, diminuée. Hayeso, n'en croyant pas ses oreilles, va alors lui retourner la question. Et dès qu'il a la réponse, il va courir à travers la ville avec sa famille pour retrouver Anna. Elle était là, dans une zone abandonnée, à Keragne, dans les coins les plus reculés de la ville, près d'une église. Elle était pleine de sang, désorientée, faible, mais vivante. La famille ne va pas perdre de temps et l'emmener à l'hôpital, mais heure après heure, jour après jour. Anna va passer de centre médical en centre médical, mais les médecins ne parviennent pas à lui prodiguer les soins appropriés, non pas par manque de savoir, mais parce que les blessures d'Anna étaient tellement profondes et infectées qu'elles désemparaient les médecins. Au final, Anna a été acceptée à l'hôpital Zewditu, dans le centre d'Addis Ababa. Les chirurgiens, lorsqu'ils posent leur regard sur son corps, sont horrifiés par l'ampleur des dégâts. Son appareil génital a été si détruit que les médecins eurent énormément de mal à retenir leurs émotions. Anna était vivante. Elle était vivante. Mais elle était traumatisée, tremblante, pleurante. De sa voix d'enfant, elle expliqua alors ce qui s'était passé durant ces 11 jours de disparition. Le 1er octobre, vers 4 heures de l'après-midi, Anna est sortie du lycée, après avoir passé sa journée. Un taxi public s'est arrêté près d'elle, et comme à son habitude, elle monta à l'arrière. Il y avait déjà 2 hommes, mais Anna était habituée, c'était une formalité, un taxi public. Mais alors qu'il devait la déposer chez elle, l'un d'entre eux dégaina un couteau. Il la menaça. Soit elle les suivait, soit elle perdait la vie. Et Anna, 16 ans, a eu peur. Ils l'amenèrent chez un des hommes et l'horreur commença. Selon les rapports de police, Anna a été violée pendant au minimum 5 jours, par 5 hommes différents. Ils l'ont frappée, torturée, avant de l'abandonner, laissée pour morte aux environs de la capitale. Le fait d'appeler ses sœurs était probablement pour également profiter d'elle. Sur son lit d'hôpital, la jeune fille fait des cauchemars et elle se tord dans ses draps. Le visage de ses agresseurs va revenir en boucle. Leurs hurlements bourdonnent. Elle n'entend même plus les mots de sa famille qui essaie de la comprendre. L'adolescente pleure, encore et encore.
Mais souvenez-vous, les sœurs avaient relevé la plaque du taxi et elles l'ont communiqué à la police. Ils vont alors facilement remonter jusqu'au chauffeur et aux hommes qui répondent au nom de Samson Sileshi, Bezabe Gebre Mariam et Bekalu Gebre Medine. Pour vérifier leur identité, ils font passer en interrogatoire et les trois vont avouer leurs crimes aux yeux. Ils vont également dénoncer les 2 derniers suspects, Efrem Ayele et Temsgen Tsegai. Pendant ce temps, les soins d'Anna s'intensifient. Ses parents sont terrifiés. Les médecins adoptent un masque d'indifférence, mais l'anxiété monte. Les plaies d'Anna s'infectent. Elle faiblit de jour en jour. Un jour, la police débarque à l'hôpital avec les 3 premiers suspects. Les policiers présentent alors à la pauvre Anna, affaiblie et traumatisée, 3 hommes qui la hantent. Mais la jeune fille, courageuse, les pointe du doigt et les identifie formellement. L'un d'entre eux est tellement outré de l'audace de sa victime qu'il va commencer à hurler sur Anna. Et le 11 octobre 2014, après un long combat, 19 jours après sa découverte sur un terrain vague, la jeune Anna Lalango, 16 ans, succombe à ses blessures. L'Éthiopie est choquée. Le hashtag Justice for Anna monte sur Twitter et sur Facebook. Les plus grands journalistes et stars éthiopiennes prennent la parole. Le tollé général va forcer la justice éthiopienne à prendre position et agir en 4e vitesse. Incroyablement vite. En 14 jours, les 5 hommes font face à leur procès. Et leur défense est la même. La police les a torturés pour obtenir des aveux. La justice leur oppose le témoignage de la jeune fille, qui les a formellement identifiés. Au final, 2 seront condamnés à la prison à vie, sans possibilité de liberté conditionnelle, et les 3 derniers à 17, 18 et 20 ans de prison. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire ? Je ne sais que dire de plus que ce que l'on dit depuis bientôt des années. Rien ne justifie les viols, les agressions ou les abus. Ni la nature humaine, ni les traditions, ni la tenue, ni même le comportement d'une jeune fille. À l'heure où je vous parle, Anna Lalango est morte. Et c'est paradoxalement la seule chose qui sauve sa famille de la honte. Parce que dans cette société, où l'œil du voisin compte plus que la douleur et la justice personnelle, Anna Lalango aurait pu, si elle avait survécu, faire partie de ces milliers d'Anna, murées dans le silence, enlevées, battues, agressées par des inconnus violents, protégées par une société malade. À l'heure où je vous parle, le père d'Anna appelle ses 4 filles et sa petite-fille quotidiennement, juste pour vérifier où elles sont. À l'heure où je vous parle, le père d'Anna Lalango espère toujours qu'entendant la porte d'entrée claquer, il entende la jeune fille le saluer et lui dire à quel point ce fut une bonne journée.